Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes études de sage-femme et qui sera entre guillemets la dernière de cette catégorie sur les années d'études puisque c'est la dernière. Je viens de terminer ma dernière année d'études de sage-femme, donc ma M2 maïeutique, et je voulais vous parler du coup dans cette vidéo de cette dernière année-là. Si vous ne me connaissez pas encore, donc si vous ne me suivez pas, je m'appelle Chloé, j'ai fait la PACES, du coup j'ai commencé mes vidéos YouTube là-dessus et je me suis ensuite lancée en études de sage-femme. Donc petit rappel, pour être sage-femme, donc il faut passer par le concours commun de santé, donc qui à mon époque était la PACES, mais de nos jours ça se sépare entre PAS et LAS et j'avoue que je suis plus du tout au point sur ça, mais dans tous les cas il faut réussir ce concours d'entrée, donc ça reste toujours un concours plutôt sélectif. Donc en ce qui me concerne, j'ai fait mes études sur Bordeaux et donc une fois que vous passez ce concours, vous pouvez entrer en école de sage-femme qui se déroule sur 4 ans. Donc L2, L3, M1 et M2. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur la L2, la L3 et la M1 et là on est parti pour la M2. Donc à Bordeaux en tout cas, c'est une année qui se découpe d'une manière assez particulière puisque on commence par 2 stages de 4 semaines, puis on a 2 mois de cours, les partiels de décembre-janvier, puis on a ce qu'on appelle le stage intégré, c'est-à-dire que c'est un stage de 6 mois dans la même maternité, donc de début janvier à fin juin. Et du coup dans cet établissement, on jongle entre 3 différents services de l'établissement, donc ça nous permet de voir vraiment tous les services au sein de cet établissement, et ça peut être très intéressant de choisir un établissement dans lequel vous souhaiteriez potentiellement travailler par la suite, puisque durant ce stage intégré, vous voyez tous les services, vous rencontrez vraiment toute l'équipe. Ensuite au niveau des différents stages, donc qui vont être répartis soit en septembre-octobre au niveau des 2 premiers stages, soit durant le stage intégré, on va avoir un stage de 1 mois en suite de couche, un stage de 1 mois en gynécologie qui peut se réaliser donc soit dans un hôpital, soit en cabinet de gynéco. Ensuite 1 mois en consultation, 1 mois en grossesse à haut risque, donc grossesse pathologique, et 3 mois en salle de naissance. Maintenant, en ce qui concerne les matières que l'on va étudier, donc c'est toujours les mêmes qu'en M1 et en L3, c'est l'obstétrique bien sûr, la gynécologie bien sûr, la pédiatrie bien sûr, la pharmacologie / anesthésie, les sciences humaines et sociales, le droit, et toujours un petit peu de recherche et mémoire, puisque on a ce fichu mémoire à boucler, ou du moins à bien avancer en dernière année. Et du coup, toutes ces matières se retrouvent au partiel qu'on a en décembre-janvier. Les 2 mois en eux-mêmes sont assez denses, puisque vraiment, durant le stage intégré de 6 mois, donc de janvier à juin, on n'a plus du tout aucun cours. On est en permanence sur notre lieu de stage, les cours c'est terminé. Donc les partiels qu'on a en décembre-janvier, c'est vraiment les derniers partiels de notre vie. Mais les derniers partiels de notre vie ne signent pas du tout nos derniers examens, puisque en juin, on a des oraux de diplôme. Donc en tout cas à Bordeaux, c'est comme ça que ça se passe. On a eu 4 oraux qui du coup ont dû se dérouler en visio à cause du contexte sanitaire, n'est-ce pas ? Donc on a eu 4 oraux, donc le premier oral de pédiatrie, un deuxième oral d'obstétrique, un troisième de gynécologie et un quatrième oral clinique. Donc quel est le programme de ces oraux? Eh bien c'est tout le programme de maïeutique, de la L3 à la M2. Oui, alors dit comme ça fait peur, c'est vrai que ça fait une plutôt grosse quantité de cours à revoir, mais on n'a pas d'oral de toutes les petites matières, genre droit, sciences humaines et sociales, anesthésie. C'est vraiment centré sur les 4 matières que je viens de vous citer. Donc pédiatrie, tous les cours depuis la L3, gynéco, tous les cours depuis la L3, et obstétrique, tous les cours depuis la L3. Et ensuite en clinique, donc c'est un oral un petit peu particulier. Donc qu'est-ce que c'est un oral de clinique? C'est un oral durant lequel on doit faire un interrogatoire à une patiente. On doit entre guillemets trouver sa pathologie, et ensuite donc on fait une petite présentation du dossier, et on doit expliquer pour nous quels sont les risques obstétricaux pour la mère, pour le bébé,
à cause de cette pathologie et comment on pronostique, comment on envisage la fin de la grossesse ou l'après-grossesse pour cette patiente en gros, et on lui fait également un examen clinique qui doit être centré sur la pathologie ou les pathologies bien sûr que présente la patiente. Donc c'est quelque chose qui normalement doit se faire face à un patient, c'est beaucoup plus réaliste, mais à cause du contexte sanitaire, voilà, on a fait ça avec des professeurs de l'école et des sages-femmes de terrain en visio. En ce qui me concerne, en pédiatrie, je suis tombée sur un bébé à J3 qui avait une méningite. En obstétrique, j'ai eu des sujets plutôt cool. Je suis tombée sur de la fièvre en postpartum et des métrorragies au 3e trimestre de grossesse, donc ça c'était cool. En gynécologie, je suis tombée un petit peu, enfin il y avait un peu de tout dans les questions, mais en gros c'était une patiente qui était enceinte, qui ne souhaitait pas garder la grossesse et à qui on devait parler de l'IVG. Et enfin en clinique, je suis tombée sur une prééclampsie sévère à tendance HELP avec un retard de croissance intra-utérin associé. Maintenant, en ce qui concerne les stages de 5e année, comment ça se déroule? Est-ce qu'on est carrément livré à nous-mêmes par rapport à la M1? Est-ce qu'il y a un fossé? La réponse est oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre chaque année de sage-femme. Entre la L2 et la L3, il y a un fossé puisque forcément c'est nos premiers pas en stage, parce qu'en L2 c'est vraiment uniquement de la théorie quasiment, donc on découvre un petit peu tout ça. De la L3 à la M1, on se prend toute la patho dans la face et on commence à être quand même plus autonome. Et de la M1 à la M2, là on passe de un peu autonome à tu dois tout faire, surtout en fin de stage intégré. Ensuite de couche, comment ça se passe? Souvent quand on arrive dans un service, les sages-femmes nous suivent un petit peu dans ce qu'on fait, histoire de voir comment on travaille, et puis après elles nous laissent vaquer à nos patientes de suite de couches. En consultation, c'est pareil, hein, la sage-femme est à côté de toi, mais bon, tu fais la consultation. Après, pour la gynéco, moi j'ai décidé de faire mon stage dans le cabinet libéral de sage-femme chez qui j'avais fait mon stage de libéral en M1. Et donc ça s'est super bien passé, du coup, puisqu'on se connaissait bien, donc j'ai pu poser vraiment pas mal, une quinzaine de stérilés. Et en ce qui concerne la salle de naissance, qui est quand même le ventre de notre boulot, là c'est pareil, hein, le suivi des patientes, on le fait en autonomie. Des fois quand ça stagne un peu ou quand on rentre un petit peu dans la patho, il y a certaines sages-femmes qui souhaitent un petit peu se faire une idée du col et qui viennent voir un petit peu où ça en est. Pour l'accouchement, pareil, elles sont entre guillemets obligées d'être là, mais dans la plupart des cas, elles s'habillent pas ou à la limite elles mettent juste des gants si on sent que ça va être un petit peu compliqué. Donc je vous le cache pas qu'au début c'est un petit peu compliqué ce gap par rapport à la M1 de vraiment tout faire seul. Bon, bien sûr on fait des trans à la sage-femme, hein, on lui rapporte, on lui explique à l'avance ce qu'on va faire, on lui dit tiens là ça stagne un peu, je pense que je ferai ça, ça, et elle nous dit très bien nickel, mais c'est vrai que notamment le gap entre ce qui est physio et ce qui est patho, par exemple le moment où faire des lactatoscalpes ou le moment où appeler l'obsté pour des instruments, je trouve que c'est ce moment qui est le plus délicat à contrôler. Après vraiment pendant le stage de 6 mois, les collègues sages-femmes sont quand même hyper compréhensives, elles savent que potentiellement tu vas travailler là après, donc elles sont pas du tout là pour mettre des bâtons dans les roues, au contraire elles t'aident à avancer, à t'améliorer, et moi je remercie vraiment l'équipe de la maternité où j'étais. Et donc à l'issue de ce stage intégré, on doit faire entre guillemets valider chaque stage donc qu'on va réaliser dans cet établissement, et que les oraux du diplôme soient passés. On doit avoir la moyenne à chacun des 4 oraux, et donc si les oraux du diplôme sont validés et qu'on a terminé et validé tous nos stages, on peut prétendre à au moins une autorisation d'exercice. Parce que pour avoir totalement bouclé les études et être officiellement diplômée et inscrite à l'ordre, il faut également avoir rendu son mémoire de fin d'études. Sauf que il n'y a que le tiers de la classe chez nous qui a pu le rendre, et je n'en fais pas partie, je suis encore loin d'avoir terminé mon mémoire, et ils savent que c'est une année qui est très très dense, la M2 maïeutique, que c'est difficile de tout faire, et du coup ils nous laissent 3 ans après le diplôme
pour rendre et soutenir notre mémoire. Donc ceux de la classe qui ont soutenu leur mémoire, ils ont pu s'inscrire à l'ordre et être réellement entre guillemets diplômés. Et ceux qui n'ont pas encore rendu leur mémoire, donc comme moi, on peut quand même exercer pendant ce laps de temps où on est en train de plancher dessus. C'est l'ordre des sages-femmes en fait qui va vous délivrer une autorisation d'exercice qu'il faut par contre renouveler tous les 3 mois tant que le mémoire n'a pas été soutenu. Ce qui change avec l'autorisation d'exercice par rapport au vrai diplôme, c'est qu'on n'a pas encore de numéro RPPS qui nous permet notamment de réaliser des ordonnances, de prescrire. Donc en ce qui me concerne, j'ai décidé de prendre mon mois de juillet de vacances et ensuite en août, l'établissement dans lequel j'ai réalisé mon stage intégré m'a entre guillemets embauchée, du moins pour le mois d'août. Il faut savoir que là cette année, en tant que sage-femme, on reçoit plusieurs offres d'emploi par jour. Ma boîte mail est en train d'exploser. Toutes les sages-femmes de l'hôpital public partent soit en clinique, soit en libéral ou carrément se réorientent. Je voulais terminer par la paye. Oui, qu'on a durant ces études, puisque ce sont des études qui sont entre guillemets rémunérées. Nous, on est rémunérés par le CHU de Bordeaux et là, en M2 sage-femme, on était rémunérés 300 € par mois. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Voilà, écoutez, je sais pas trop quoi dire de plus. Si vous avez des questions encore sur ces études, n'hésitez pas à me les poster en commentaire, je réponds à tous les commentaires. En résumé, sur ces études de sage-femme, c'est des études qui sont longues et difficiles, on ne va pas se le cacher. Quelqu'un m'avait demandé sur Instagram, parce que sur Instagram j'ai également une petite bulle à la une dans laquelle je parle des études de sage-femme, enfin des maternités, je montre certains trucs et tout, et il y avait une personne qui m'avait demandé quelles étaient les qualités pour être une bonne sage-femme et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme question. Du coup je lui avais répondu bien sûr le social, aimer faire plaisir aux autres. 50% de notre boulot c'est 50% technique et 50% social. Notre job c'est vraiment accompagner, écouter, rassurer, conseiller, c'est vraiment... Si on n'a pas d'empathie et d'envie d'écouter et d'aider les autres, vraiment ça sert à rien d'essayer de faire ce boulot, c'est vraiment quelque chose de primordial. Également la force mentale et de caractère. Clairement, s'il y a la moindre remarque négative, que ce soit d'un patient ou d'une sage-femme qui t'encadre, tu commences à pleurer ou à te démoraliser. Ça va être difficile, je pense, de mener les études à terme. Il faut toujours rester positif, toujours avancer, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer. Également, l'organisation. Puisque quand on gère plusieurs patients très différents dans la même journée, il faut savoir s'organiser. Et enfin, il est temps que je termine cette vidéo parce qu'il se met à pleuvoir et la luminosité part en couille. La dernière qualité que j'avais notée, c'est la positivité. Parce que vraiment c'est ce qu'il faut amener aux patients au maximum. On va avoir des patients qui n'auront pas l'accouchement qu'elles auraient souhaité, des patients qui seront déprimés, qui en auront marre. Et vraiment, enfin moi, je considère que une grande partie de mon boulot, c'est de les accompagner tout en leur rendant le sourire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être la première de ma série sur les pathologies de grossesse. Et je pense que ça va concerner le diabète gestationnel. Si tout va bien, elle sera postée la semaine prochaine. J'ai profité de mes vacances pour faire des vidéos un petit peu plus régulières. N'hésite pas vraiment si tu as des questions, que tu sois patiente ou étudiante sage-femme. Je pourrais peut-être pas répondre à tout puisque j'ai pas encore vraiment commencé à bosser, je finis tout juste mes études, mais je serai là au moins pour essayer d'y répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!